On est à un endroit qui est intéressant parce que c'est le gros rond-point qui arrive de la rocade de Chinon. Si on part là, par là, retournez-vous, vous allez voir. On rejoint la centrale nucléaire dite de Chinon, qui est à Voine, en passant justement le Négron, le Guet-de-Vède. Et ensuite, ça rejoint Bourgueil, le nord de la Loire. Ici, à ce rond-point, sont installés une espèce de cave viticole. Là. En gros, on voit toutes les palettes. Et puis, il y a une compagnie de cars, Archambault. Tu vois, moi, ma place, quasiment, elle serait plus là-bas. Mais bon, faut les remuer, les gens d'ici. Peut-être que je serais à 500 vidéos au lieu de 90. Hein. Mais c'est ce que j'aimerais lire, moi, dans l'intérieur de leur fabrique. Puis après, il y a une coopérative, le Jardin de Rabelais. C'est là, Super Tomate, ils travaillent beaucoup à l'export. Je le sais parce qu'on a le même expert comptable à Tours. Il faut bien qu'on ait un comptable là, pour ce qu'on est en train de faire. Et là, ce vieux hangar, jamais vu rien. Il y a des vieilles meules de foin là, qui sont restées. Et par terre, attends, je te montre. Oh, une espèce de bois broyé. Pourquoi ils ont amené ça? De temps en temps, ils doivent venir en prendre là, pour leur sol. Bon, j'en sais rien. J'ai toujours vu pareil. J'ai mis le réflecteur pour que vous voyez aussi les camions. Je ne suis pas tout seul à les voir. Camion blanc, tracteur agricole remorquant une voiture. Attention, voiture, on s'en fiche, on s'affiche. Log Alliance, j'en ai croisé au moins 2 tout à l'heure en venant de Chinon. Ce serait pas hasard d'ailleurs qu'il y en ait un qui reclaxonne. Lui là, lui c'est plutôt une grosse benne couverte pour plutôt des céréales, des choses comme ça. Bon, au moins pendant que je lis, vous allez pouvoir vous cultiver. Mais, ce qu'on va lire là, en ce lieu à l'abandon, tu vois, c'est des zones inondables, de toute façon, c'est pas constructible. Eh ben, c'est la traversée des enfers. Et qui on va trouver dans les enfers? François Villon. C'est François Villon. Pourquoi j'en parle? Parce que il sera édité, mais plus tard. Attends, regarde-moi toi, micro là, au lieu de regarder la route. 1, c'est bon. Qui va éditer le premier François Villon? Marot. Mais en 1532, c'est pas encore. Ça va être bientôt, en 1534. N'empêche que Villon, tout le monde le connaît, tout le monde l'a lu. On se le recopie de personne en personne. C'est une des choses les plus belles là, de la littérature française, que Villon puisse s'imposer là comme référent, prince des poètes, alors qu'il n'est pas encore édité. On le mémorise et on le recopie si on peut. Et vous savez que dans le quart-livre, il va un petit peu sur la même route, un peu plus loin, là, à 10 km de là. Il y aura l'évêque là, Cordelier là, de Saint-Mexan qui a refusé les habits liturgiques pour la farce qu'on doit jouer devant l'église. Mais à cause de ça, ils vont tous se mettre... Je l'ai lu le texte dans les silos de Bucks. Cherchez dans la table des matières. Vous savez où elle est la table des matières? Il y a le lien juste en dessous là, dans la description de la vidéo. C'est par ordre du livre. Vous allez trouver facilement. C'est dans le quart-livre. Villon redevient un personnage dans le quart-livre, et en plus, il est un personnage qui n'est plus poète, fait du théâtre, là, à Saint-Mexan dans les Deux-Sèvres, et il va devenir assassin. On va dézinguer un corps. Il restera plus quand le cheval, la grosse jument, le jument pacifique, la poutre, on dit, quand elle revient à son écurie, la pauvre, il n'y a plus qu'un bout de pied là, qui pend c'est le machin là où on met les étriers, voilà. François Villon, qu'est-ce qu'il fait aux enfers? On y va? Chapitre 20, donc. Comment Épistémon, qui avait la tête tranchée, fut guéri habilement par Panurge, et des nouvelles des diables et des damnés. L'enfer de Dante, c'est déjà presque 200 ans avant. Cette déconfite gigantale parachevée, ce que je viens de lire, chapitre 19. Pantagruel se retira au lieu des flacons. Oh, on m'a donné soif, Hatcher. Et elle en dit boire un coup. Les flacons qui avaient repris de Tchao géant, il les avait amenés pour eux, on va les boire à leur place.
Et les autres, lesquels se rendirent à lui sains et saufs, il les avait pas tous tués donc, excepté Eusten, qu'un des géants avait égratigné quelque peu au visage, ainsi qu'il l'égorgetait, et Épistémon, qui ne comparaissait point, dont Pantagruel fut si dolent qu'il se voulut tuer soi-même. Mais Panurge lui dit « Dieu Seigneur, attendez un peu, nous le chercherons entre les morts et verrons la vérité du tout. » Ainsi donc, comme ils cherchaient, ils le trouvèrent, tout roi de mort, et la tête entre ses bras, toute sanglante. Pauvre Épistémon, il a encore eu le courage d'attraper sa tête dans ses bras. Il est roi de mort, oh, mais il tient sa pauvre tête, il pleure dessus. Transport Duo, créateur de solutions de transport. Nous, on est créateur de quoi, là? Dont Eusten s'écria « Oh, Malemort !» Il y avait ça déjà, tu sais, à la mort là, de la mère de Pantagruel, quand c'est Gangosier, là, qui... « Oh, Badebec, ma belle, ma mignonne mamie !»« Ah, Malemort, tu m'as toli, celle qui était, etc., etc. » Ben là, c'est encore, là, on reprend. « Oh, Malemort, tu nous as tolu !» Le même verbe, tolir. Pourquoi on l'a lâché, celui-là? On n'en devrait pas, on devrait l'utiliser. Attendez. On en a deux beaux. On en a un là, avec encore une benne pour les céréales, une trémie par-dessus, et monsieur Daniel Moquet qui met un petit arbre vert et le logo sur sa porte, RXD. C'est ça aussi qui est bien. On lit Rabelais, mais on perd pas notre temps en attendant. Dont Eusten s'écria « Ah, Malemort, tu nous as tolu, le plus parfait des hommes !» À laquelle voix se leva Pantagruel, au plus grand deuil qu'on vit jamais au monde. Mais Panurge dit « Enfant, ne pleurez point, il est encore tout chaud, je vous le guérirai aussi sain qu'il fut jamais. » Et ce disant, prit la tête et la tint sur sa braguette chaudement qu'elle ne prit vent. Tu connaissais l'astuce? Ben voilà. Et Eusten et Carpalim portèrent le corps au lieu où ils avaient banqueté. Non par espoir que jamais guéri, mais afin que Pantagruel le vît. Ah, on est en train de manger, bah tu dis attends là, ramène-le là, on en est au café, au moins qu'il soit avec nous. Oui, mais toutefois, Panurge les réconfortait, disant une moto, tiens. Si je ne le guéris, je veux perdre la tête, qui est le gage d'un folle. Laissez ses pleurs et me aider. Ça, j'aime beaucoup aussi. Non pas aidez-moi, comme avec ce qu'on introduira plus tard. Hein, c'est Mireille Huchon qui a tellement bien travaillé sur l'historicité. Là, et me aider. Et ça, moi, tu vois, à force d'être dans Rabelais, souvent, des fois, je parle comme ça. Je préfère même. C'est les petites fidélités intérieures. Si je ne le guéris, je veux perdre la tête qui est gage d'un folle, laisser ses pleurs et me aider. Ah donc, nettoya très bien de beau vin blanc le col. Ça te paraît rigolo, toi? Parce qu'on met du vin blanc sur la blessure. Ben, lisez les œuvres complètes d'Ambroise Paré. C'est Ambroise Paré? Oui, c'est Ambroise Paré. Médecin du roi, avec l'autorité des armées. Prenez la bataille de l'Épante. Je l'ai raconté, vous me direz déjà un petit peu tout ça. Je radote moi aussi, mais je m'installe dans mon tableau. Bataille de l'Épante. 30 000 qui viennent là de tout l'arc du Levant. 30 000 mercenaires qui sont partis d'Italie, mais il y a des Espagnols, il y a des Allemands, il y a des Autrichiens, il y a des Suisses, il y a des Écossais. Et hop là, 3 jours de combat, il en reste environ 2000 de chaque côté. Sur l'ensemble des bateaux qui restent encore sur la flotte, c'est pas beau à voir. Sur un de ces bateaux, il y a 2 jeunes Espagnols. Salut, camion, marqué Volvo, parce que c'est un camion Volvo. Un qui s'appelle Miguel de Cervantes, et entre ses bras, par terre, son frère. Et son frère va mourir. Un deuil, il faudra 3 jours pour l'agonie. Et Cervantes, lui, il a perdu son bras. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? C'est quoi l'antisepsie? Tu prends une épée, tu la chauffes au feu, tu l'appliques sur la brûlure.
Ça sent le cochon grillé, soit tu meurs, soit tu survis. Une chance sur deux, dans l'odeur de cochon grillé. Et Ambroise Paré impose aux armées, parce qu'il a la confiance du roi, qu'au lieu de pratiquer ça avec l'épée rougie au feu, on utilise le vinaigre. On pratique l'antisepsie à l'alcool. Et mine de rien, eh bien là, c'est ce qui se passe. Nettoya très bien de beaux vins blancs, le col, puis la tête, et il synapisa de poudre, et il synapisa de poudre, à rajouter à l'édition suivante, de poudre de diamerdis, parce qu'il faut bien qu'on comprenne quand même qu'on est là pour rire, hein, d'aloès, de poudre d'aloès qu'il portait toujours en une de ses fasques. Qu'est-ce qu'ils vont faire les marins de Dieppe envoyés par Romain Bertrand? Encore un beau là, regarde. Transport, service. Bon, tu me diras, il y a mieux comme quand Romain Bertrand envoie les gars de Dieppe là, à Sumatra, c'est pour ramener justement toutes ces épices médicinales. C'est pas parce que le poivre il donne meilleur goût. Non, 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 non. Et là, lui c'est ça, sa force. De poudre d'aloès qu'il portait toujours en une de ses fasques. Après, les ognis de ne sais quel oignement. Et là, tout d'un coup, on a une espèce de tautologisme. Les ognis de ne sais quel oignement. Oui, une pommade, quoi, mais il en garde le secret. Et les ajusta, justement, et les ajusta, justement, veine contre veine. C'est que Rabelais, quand il arrive à Montpellier, 3 semaines après, il défend ses traductions, devient bachelier en médecine. Ça, il faut vraiment, c'était juste le temps de faire la formalité, soutient le truc. Mais ensuite, il a 4 mois de cours d'anatomie à donner. C'est la rançon. Et il achète un pendu, 5 livres 5 sols. On a encore la facture. On les conserve dans du feutre avec de la glace. À Montpellier, la glace de l'Égoile, c'est pas une denrée rare. Donc il sait, lui, ce qu'il y a là, dans le cou d'un mort. Et lui ajusta justement veine contre veine, nerf contre nerf, spondyle contre spondyle, afin qu'il ne fût torticolis. Parce que si tu ressuscites, mais que t'as le torticolis, ben quand même, tu te dis ça vaut pas le coup, hein, franchement. Car tel Jean, il haïssait de mort. Dans ce qu'il aime pas les gens qui ont les épaules comme ça tortes. Ce fait, lui fit 2 ou 3 points de agueil, 2-3 points à l'aiguille, agueil, agueil, ma grand-mère a disait ça, afin qu'elle ne tombât de chef, puis mit alentour un peu d'onguent, qu'il appelait ressuscitatif. Et soudain, Épistémon commença à respirer, puis ouvrir les yeux, puis à bâiller, puis à éternuer, puis fit un gros P de ménage, dont dit Panurge. À 7 heures, il est guéri, assurément, et lui bailla à boire d'un grand vilain vin blanc avec toute une rôtie sucrée. En cette façon, fut Épistémon guéri habilement, excepté qu'il fut enroué plus de 3 semaines. Bon, tu vois, encore le même là, mais qui revient dans l'autre sens. Quand même, ils exagèrent à user les routes carreilles. Et excepté qu'il fut enroué plus de 3 semaines et eut une toux sèche dont il ne put que guérir, sinon à force de boire. Et là, commença à parler, disant qu'il avait vu les diables, et avait parlé à Lucifer familièrement, et fait grand chère en enfer, et par les Champs-Élysées, et assurait devant tous que les diables étaient bons compagnons. Et au regard des damnés, il dit qu'il était bien un mari de ce que Panurge l'avait sitôt révoqué en vie. Car je prenais, dit-il, un singulier passe-temps à les voir. Comment, dit Pantagruel. On ne les traite pas, dit Épistémon, si mal que vous penseriez, mais leur état est changé en étrange façon. Car je vis, et là, on va voir, c'est la page, puis après, je vous embête plus, hein, c'est quand même un grand chapitre. Le monde va être totalement inversé. Les riches et les puissants, boum. Les faibles et les déshérités, boum. On y va? Car je vis Alexandre le Grand qui repetassait de vieilles chaussures et ainsi gagnait sa vie. Xerxès criait la moutarde ô combien précieuse. Il y a des magasins, tu vas au supermarché, là, comme le Leclerc de Chinon, là, que j'aperçois là. Non, non, non.
c'est les ventes dans les rues. Criait la moutarde. Crier devient un verbe transitif. Darius était cureur de retrait. Darius, tu fais quoi là? Il faut déboucher les cabinets là, chez l'autre là. Scipion africain criait la lie en un sabot. Là, il faudrait que j'aille voir Lazare Sénéan. Pharamond était lanternier, Hannibal était coquetier, Priam vendait les vieux drapeaux. Ça c'est important, parce que ces vieux drapeaux, on a eu ça un peu plus tôt dans Pantagruel, les vieux drapeaux, les vieux rotaillants, là, dont on tisse la mer Océane. C'est-à-dire, il n'y a pas de bout de tissu qu'on ne va pas récupérer. Et les drapeaux de Flandre, là, tous ces trucs qui résultent là, des heurts, des armées, ces marchandises ultra précieuses. Lancelot du Lac était écorcheur de chevaux morts. Et vous voyez la liste des métiers qui vient. C'est-à-dire comme s'il y a la nomenclature des puissants. Alexandre le Grand, Xerxès, Darius, Scipion africain, Pharamond, Hannibal, Priam, Lancelot du Lac, les chevaliers de la table ronde, etc. Et puis de l'autre côté, la nomenclature des métiers. Et les deux nomenclatures vont s'interpénétrer et la musique va jaillir de ça. C'est pour ça, Rabelais, enfin. Si je prends la deuxième nomenclature. Rapta cette vieille chose, criait la moutarde, qui était cureur de retrait, criait la lie en un sabot, lanternier, cocotier, vendait les vieux drapeaux, écorcheur de cheveux morts, de chevaux morts. Tu vas pas couper les cheveux en quatre, non? Tous les chevaliers de la table ronde étaient pauvres gagne-deniers, à tirer à la ramée et passer les rivières de Cocytus. Et eux, c'était les galériens, les chevaliers de table ronde. Talbac, ohé la barque, et là-bas. Ah, on arrive. Je m'amuse, bah ouais, je m'amuse, mais c'est la musique du texte aussi. C'est fait en plus. Est-ce qu'on lit? Non, on sait pas lire. Il y a quelqu'un qui lit pour ceux qui l'écoutent. Et celui qui lit est mis en scène dans le récit au service de la farce. Ça, c'est omniprésent dans Rabelais. Donc ce que je fais là, c'est vieux comme lui. Et passer les rivières de Cocytus, Flechton, Styx, Achéron, l'été, quand messieurs les diables se veulent ébattre sur l'eau, comme font les batelières de Lyon et de Venise. Mais pour chacune passade, ils n'en ont qu'une nasarde. Ah, ils m'ont pas payé. Pas, c'est pillé. Et sur le soir, quelques morceaux de pain, chaumeny. Bah, t'as quand même pas mérité un quignon de pain, parce que sinon, comment tu vas restaurer ta force de travail? C'est Karl Marx, ça, déjà, là. Et les 12 pairs de France sont là. Et ils ne font rien que j'ai vu, mais ils gagnent leur vie à endurer. Force plameuse, chiquenaude, alouette, grand coup de poing sur les dents. Les pairs de France, et ils sont là, ils ont quoi comme métier? T'as regardé dans celui-là, là. Qu'est-ce qu'il emmène? Salut! Convoi exceptionnel! J'arrive pas à reconnaître ce que c'est, cette machine jaune. Mais les pairs de France, ça va être quoi ton métier en enfer? Eh ben vous serez là, dans la rue, et quand on passe, une baffe, ça soulage, coup de poing dans les dents, ça fait du bien par où que ça passe. Ben faut bien qu'il y en ait qui fassent ce métier. Eh ben c'est les pairs de France. Continue, continue, continue. Hector était Phrypsos, Paris c'était pauvre locteux, Achille botteleur de foin. Ça c'est pas l'édition de 1532, mais il l'ajoute dès celle de 1534. Tu prends, elle est un peu courte ma truc là. Salut, SOS MEA, transport et logistics. Et elle est un peu mince, là je peux en rajouter un petit bout. Bah attends, j'ai pas fait Homère. Homère quoi? Homère guerre de Troie. Ah bah vas-y. Hector était Phrypsos, Paris c'était pauvre locteux, Achille botteleur de foin, Cambis muletier. Je fais le double nomenclature. Hector, Paris, Achille, Cambis, Ataxerxès, Néron, Fier à bras. Attention, là tu arrives à Fier à bras, qui est un personnage de fiction, mais qui vient du début du Pantagruel. Et si je prends la nomenclature, toujours pareil. Hector, Phrypsos, pauvre locteux, botteleur de foin, écumeur de peau, vielleux. C'est quand même dingue. Voilà le musicien, celui qui fait danser.
Et Fier-à-Bras était son valet, mais il lui faisait 1000 mots, et lui faisait manger le pain bis, et boire le vin poulsé, et lui mangeait et buvait du meilleur. Jason et Pompée étaient goudronneurs de navires. Il y en a pas loin, là, des chantiers de barques, là, où ils font toujours au goudron. Valentin et Orson servaient aux étuves d'enfer, et étaient racletorés. Giglan et Gauvin étaient pauvres porchers. Geoffroy Lagrandan était allumetier. Geoffroy de Billon, ouais, parce que t'as Geoffroy Lagrandan, allumetier, Godefroy de Billon, dominotier, Dom Pierre de Gastille, porteur de rogatons, tu sais, les petits déchets alimentaires. Tiens, un verre, c'est beau, un verre, sur le verre, pour passer inaperçu, sinon c'est pour rien à faire. Antioche était ramoneur de cheminée, Huon de Bordeaux, relieur de tonneaux, Jules César, souillard de cuisine. Non mais... Dom Pierre de Castille, porteur de rogatons, Morgan, brasseur de bière, Huron de Bordeaux, relieur de tonneaux, Jules César, souillard de cuisine, Antiochus, ramoneur de cheminée, Romulus, rataconneur de bobelins. Ça c'en est un métier, rataconneur de bobelins. Le pape Jules, crieur de petits pâtés. Tu te rends compte? Regarde lui là, on va lui faire ça. Le pape Jules! C'était le pape Jules qui passait. Mais tout d'un coup, qui tu renverses? Le pape! Crieur de petits pâtés. Là, dans son food truck. Continuons. Octavien, ratisseur de papier. Charlemagne, Housse paillé. Le pape Jules, crieur de petits pâtés. Jean de Paris, graisseur de bottes. Artus de Bretagne, dégraisseur de bonnets. Perceforêt portait une hotte, je ne sais pas s'il était porteur de cotteret. Nicolas Papetière était papetier, calembour. Le pape Alexandre était preneur de rats. Le pape Sixte était graisseur de vérole. T'avais pas assez d'un pape? Allez, paf, je t'en mets 10. Comment, dit Pantagruel, y a-t-il des vérolés par-delà? Certes, dit Épistémon, je n'en vis que tant, il y en a plus de 100 millions, car croyez que ceux qui n'ont eu la vérole en ce monde ici l'ont en l'autre. Corps Dieu, dit Panurge, j'en suis donc quitte, car j'ai été jusqu'au trou de Lubator, il remplit les bondes d'Hercule et y a abattu des plumures. T'as compris, hein, toutes les maladies vénériennes, lui, il les a toutes traversées. Ogier le Danois était fourbisseur de Hanois, le roi Pépin était recouvreur, Galien restauré était preneur de taupes, il y en a eu jusqu'au début du XXe siècle, c'était le centenaire de Michel Ragon. Il avait écrit un truc sur les preneurs de taupes. Et nous, dans les campagnes, c'est simple. En fait, tu vois le trou de taupe, tu prends un barbelé, tu mets le barbelé dedans, la taupe, elle est hémophile. Bon, première fois qu'elle arrive, qu'elle frôle le barbelé, c'est foutu. C'est ça, crieur de taupe. Tu vas de village en village. Si tu as des taupes, ça t'appelle crieur de taupe. Sinon, ils bouffent toutes les récoltes. Le roi Pépin était recouvreur, Galien restaurait, était preneur de taupes. Les 4 fils Aymon étaient arracheurs de dents. Aïe, aïe, aïe. Mélusine était souillarde de cuisine. Tiens, fallait bien pour la première fois qu'il y ait un personnage féminin. Matabrune, lavandière de Beuet. Cléopâtre, ah tiens, si je mets une femme, tu pourrais en trouver quelques autres? Bah oui, Matabrune, lavandière de Beuet. Cléopâtre, revenderesse d'oignons. Hélène, couratière de Chambrières. Sémiramis, épouilleresse de Bélitre. Didon, vendait des mousserons. Pentésilée, cressonnière. Alors je prends les deux listes, toujours pareil. Mélusine, Matabrune, Cléopâtre, Hélène, Sémiramis, Didon, Pentésilée. Et allons-y. Souillarde de cuisine, lavandière de Beuet, revendresse d'oignons, couratière de Chambrières, épouilleresse de Bélitre, vendait des mousserons, cressonnière. En cette façon, ceux qui avaient été gros seigneurs en ce monde ici gagnaient leur pauvre, méchante et paillarde vie là-bas. Et si tu prends la ponctuation de 1532, en cette façon, ceux qui avaient été grands seigneurs en ce monde ici, gagnaient leur pauvre et méchante et paillarde vie là-bas, point. Et au contraire, les philosophes et ceux qui avaient été indigents en ce monde, de par-delà, étaient gros seigneurs en leur tout,
je vis Diogène qui se prélassait en magnificence avec une grande robe de pourpre et un sceptre et faisait enrager Alexandre le Grand quand il n'avait pas bien rapetassé ses choses et le payait en grands coups de bâton. Je vis Patelin, trésorier de Rhadamante, qui marchandait ses petits pâtés que criait le pape Jules, et lui demanda « Combien la douzaine ?»« 3 blancs, dit le pape. « Mais dit Patelin, 3 coups de barre. Baillez ici, vilain, baillez !» Et on allait chercher d'autres. Et le pauvre pape s'en allait, pleurant. Et quand il fut devant son maître pâtissier, il lui dit qu'on lui avait ôté les pâtés. Ah donc, le pâtissier lui bailla l'anguillade si bien que la peau n'eut rien valu à faire des cornemuses. Ah, tu vois la scène? Alors je reprends, je vous explique. Patelin, vous savez, maître Patelin, dans les farces médiévales. Patelin, petit pâté, Jules. Le pape, 3 blancs, s'il vous plaît, c'est la monnaie, c'est le prix qui coûte. 3 coups de bâton. Bah lui, il revient voir son pâtissier, il m'a pris les pâtés, il m'a rien payé. Ben c'est lui qui se fait, épan, c'est de ta faute. Mais en même temps, c'est le monde d'aujourd'hui, en gros. C'est pas une invention. Et le pauvre pape, tout est gratigné. Là, t'as l'image. Et ça, c'est Rabelais. Sa peau n'eut rien valu à faire cornemuse. Gros sac, là. Une outre avec de la peau de chèvre ou des intestins de mouton pour aller souffler dans la vaise, dans la veuse. La veuse ou la vaise? Bon, ça dépend si tu es là ou si tu es la Touraine ou si tu rentres là dans le Haut-Poitou. C'est comme ça, ta vaise, ta veuse. Mais enfin, de toute façon, la peau du pape peut te servir à rien pour faire cornemuse. Je vis maître Jean le maire qui contrefaisait du pape et tous ces pauvres rois, Jean le maire, et tous ces pauvres rois et papes de ce monde faisaient baiser ses pieds. Et en faisant du gros bis, leur donnait la bénédiction, disait... Gagnez les pardons, coquin. Tu sais, ces trucs de la religion catholique. Paye. Les péchés, on va s'en arranger pour toi. Paye. Et ben là, c'est gagnez les pardons, coquin, gagnez, sont à bon marché. Je vous absous de pain et de soupe et vous dispense de ne valoir jamais rien et ne faisait jamais nul bien. Ah donc, il appela Caillette et Triboulet. Les fous officiels, les fous du roi. Triboulet qu'on retrouvera. Oh, qu'il est beau celui-là en bleu et jaune. Triboulet qu'on retrouvera à la fin du tiers livre, comme le fou officiel de François Ier. Est-ce que la vérité sort de la bouche du fou? Tape des matières, allez-y voir. Je l'avais enregistré à Chambord, celui-là. Messieurs les cardinaux, dépêchez leurs bulles et à chacun un coup de peau sur les reins, ce que fut fait un continent. Et on finit. Je vous l'ai dit, hein. Je vis maître François Villon, qui demanda à Xerxès combien la denrée de moutarde? 1 denier, dit Xerxès. À quoi dit le dit de Villon? Tes fièvres cartaines, vilain, la blanchée n'en vaut qu'un pinard, tu nous fais ici les vivres? Et a donc pissa dans son bac, comme font les moutardiers à Paris. Tiens donc, les moutardiers à Paris, avec un beau camion bleu qui approche pour ça, pour finir le texte. Kuhn plus Nagel. Salut, Kuhn plus Nagel. Il me reste plus assez de moutarde à vendre, j'ai mis tout le vinaigre et toutes les graines de moutarde. Qu'est-ce que tu fais? Hop là, un petit pissouille dedans. Et de toute façon, ça a le même goût, c'est pas pareil. Mais Villon, c'est ça, François Villon qui demanda à Xerxès combien la denrée de moutarde? 1 denier, dit Xerxès. À quoi dit le dit de Villon? Toujours pareil. J'achète ton truc, mais tiens, pour payer, et on est là, on est dans l'enfer, hein. Tes fièvres cartaines, vilain, la blanche n'en vaut qu'un pinard, tu nous fais ici les vivres. Ah donc, pissa dans son baquet, comme font les moutardiers à Paris. Or, dit Pantagruel, réserve-nous ces beaux contes à une autre fois. Seulement, tu vois, Villon fait vraiment la fin du récit. Seulement, dis-nous comment sont traités les usuriers. Ah donc, dit Épistémon, je les vis tous occupés à chercher les épingles rouillées et vieux clous parmi les ruisseaux des rues, comme voyez que font les coquins en ce monde. Mais le quintal de ces quincailleries ne vaut aucun boussin de pain.
Encore, y en a-t-il mauvaise dépêche? Par ainsi, les pauvres malotrus sont aucune fois plus de 3 semaines sans manger morceau ni miette. Et travailler jour et nuit. Toi, les ramasseurs de vieux bouts de ferraille. Mais c'est quoi la ferraille là, dans ces villes? Ben, c'est rien, des vieux clous, des vieux bouts de clous. Et à travailler jour et nuit. Ah, Aspeitia. Je pense qu'il est espagnol celui-là, mais wow. Tu vois comme les mots passent devant nous. Je suis bien là, moi, pour lire. Mais le quintal de ces quincailleries ne vaut qu'un boussin de pain. Encore, y en a-t-il mauvaise dépêche? Par ainsi, les pauvres malotrus sont aucune fois plus de 3 semaines sans manger morceau ni miette et à travailler jour et nuit attendant la foire à venir. Mais de ce travail et de malheurté, il ne leur souvient point, tant ils sont maudits et inhumains. Tu vois comment tu te venges, là, des usuriers? Tu te venges des usuriers parce que ils n'arrivent même pas à accumuler leur malheur. Ils ne peuvent même pas avoir mémoire, là, de la peine. Encore un qui promène son bahut, là, sans rien porter dessus. En Touraine, nous promenons les camions, même si on n'a rien à transporter dessus. C'est ça, la gloire. Et jusqu'au bout de l'an, ils gagnent quelques méchants deniers. Oh, dit Pantagruel. Allez, hop là, fin du chapitre. Faisons un transon de bonne chère, tout va bien, buvons un coup. Et buvons, je vous en prie, enfants, il fait beau boire. Alors dégainèrent flacons à tas, des munitions du camp firent grand cher, mais le pauvre roi, Anarche, ne se pouvait réjouir. Dont dit Panurge, de quel métier ferons-nous, monsieur du roi, ici? Le roi Anarche, qu'ils ont fait prisonnier, afin qu'il soit tout expert à l'art, quand il sera par-delà à tous les diables. Vraiment, dit Pantagruel, c'est bien avisé à toi, faisant à ton plaisir. Je te le donne. Grand merci, dit Panurge. Le présent n'est pas de refus, et l'aime de vous. Ça sert à quoi les prisonniers? Bah, tu les donnes en récompense, ce que tu veux. Pantagruel, chapitre 20. Tu vois comme ça vaut le coup, hein? Et dis-moi, Rabelais, c'est de l'ancien français? T'oserais me le dire, là? Ici, en face, sur le grand chemin de Loudun? Je reviens, tu vois, à quoi, chez nous, on peut savoir qu'il est midi? Bah, il est midi, plus personne qui passe.